Alors je vous dis bel après-midi tous ensemble. Donc pour partager essentiellement la parole, donc je vous invite, dès que les conférences sont finies, de discuter et de poser des questions aux conférenciers. Alors nous avons déjà une artiste et deux conférencières, et la musicienne Frédéric Nalpal, qui va bientôt arriver. Alors elle va nous présenter sa performance. Et puis tout en sachant que derrière cette image que vous voyez, les arbres, les montagnes, le cavalier, l'eau, les oiseaux, ben en fait il y a la résonance de tout le reste de l'univers. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la petite conclusion, si je peux me permettre, c'est que tout ce processus de création qu'on a étudié, avec tous ces mondes qui s'articulent à l'intérieur, influent tous, sans exception, dans notre monde de matière, là où nous sommes ici. Et c'est précisément d'ailleurs l'objet de la quête alchimique, c'est de comprendre via la matière comment ces différents mondes invisibles influent à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'on a des processus de transmutation. En fait, on comprend que par les processus de transmutation, ou même en spagyrie avec les plantes par exemple, en fait on peut redonner à une matière une teinte d'un contact avec le monde numéro 3. Le contact avec le monde numéro 3, comme on l'a dit au début de la conférence, c'est le contact le plus haut qu'on peut toucher de notre vivant, ici-bas dans la matière. C'est le contact qui nous reconnecte avec l'unité, puisqu'on se souvient que là-haut, la trinité première ici, c'est le monde de l'unité. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le temps disparaît, l'espace aussi. Vous n'êtes plus dans la même logique du tout. Chez les soufis, c'est l'abîme, l'expérience de l'abîme. Les peuples indigènes, aborigènes, quoi que ce soit, avec des traditions animistes, c'est ça dont on parle en fin de compte, sont des gens effectivement spirituellement très élevés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Alors eux, par contre, la matière, ça ne les intéresse pas du tout. Pour le coup, ils préfèrent rester vivre en forêt, etc. Ouais. Chacun sa place, peut-être. Ouais. Nous, on a investi la matière à fond. Et une très forte intuition, un jour tu vas réunir la famille. À l'époque, je croyais que c'était ma famille, mes enfants, patati. Et puis j'ai eu la révélation en discutant avec une des conférencières. En fait, réunir la famille, c'était réunir une famille d'âmes. Donc je suis en train de réunir une famille d'âmes, et d'âmes sensibles. Voilà, on est tous sensibles, on a des sensibilités, on veut les développer, on est
comment ça s'appelle, en frein avec la société. C'est vrai que la société n'accepte pas du tout ces possibilités d'être différent, d'être très... Je parle d'amour au peuple hagard qui ouvre les mains, qui demandent leur part. J'ai traversé le désert et le giron des lois. Je tentais à chaque approche de me libérer de mes troubles de foi. J'attends le printemps, j'attends le beau temps, car la nuit laisse ses traces sur l'histoire, sur les races. La nuit laisse ses traces, comme l'histoire sur les races, cannelle sur ma pomme, dans le royaume des femmes. Je salue tous les hommes, je salue tous les hommes, et adieu, adieu l'automne. Debout sur la lune, main dans la plume, main propre sur soi, exil monotone et confusion dans les gènes. Liberté, liberté, oh combien même, à la voix unique du destin, abrite, à la voix unique du destin qui abrite notre calvaire, comme le premier homme abritait le mystère de la pomme. Merci. On peut continuer sur... Je suis un péril, un naufrage, un monde qui fait des pages. Moi je suis pire que les vaillants dans le zèle, pire que les ouvrières au miel, pire que les rivières de sel. Moi, je ne m'enfante pas seule. Dans mon pays, l'enfance, l'offense était roi. Je me réveille un doux matin sous les auspices du soleil, un jour très beau, un jour qui caresse les ponts à la couleur du pan. Merci. Et qu'aujourd'hui les Portugais ne sont pas un pays très riche, c'est un tout petit pays, mais de par mes voyages dans le monde entier, il y a des traces portugaises à peu près partout dans le monde. Donc en ayant fait ce travail sur les Portugais, ce qui m'intéressait, c'était donc ce peuple d'un tout petit pays qui est parti à l'extérieur. Je me suis intéressé au monde clos. C'est-à-dire pour les Portugais, pendant longtemps, avec les guerres internes en Europe, ils détestent les Espagnols, enfin entre guillemets. Et donc leur seul moyen de sortir de cet enfermement, c'est de partir vers la mer, c'est-à-dire d'aller du dedans vers le dehors. Et en continuant dans mes expériences, le monde des moines bénédictins m'a toujours intéressé. C'est un ordre contemplatif, on parlait de la contemplation tout à l'heure. Et je me suis posé la question, sur ces mondes clos, pourquoi choisir d'être cloîtré et qu'est-ce que ces hommes arrivent par la prière du dedans? Deux questions auxquelles ils devaient me répondre tout de suite. C'est quoi la paix, sachant que les bénédictins, leur devise c'est Pax, donc c'est la paix. Et c'est quoi la lumière? Lumière. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte, et on m'a aidé, enfin des soignants m'ont aidé, des psys, que je pouvais avancer beaucoup plus. Et donc j'ai continué, et donc j'ai créé quelque chose que j'ai appelé l'ADPI, c'est-à-dire l'atelier de développement personnel par l'image, ce dont je vous ai parlé dès le début, c'est-à-dire en cabinet et puis en entreprise. Et le développement personnel par l'image,
ou la providence divine, ou le hasard. On peut remettre Dieu dedans, c'est ce que dit Einstein. Vous allez en Asie, c'est inné avec le bouddhisme et tout, ils savent respirer. Et par exemple, un bébé français ou européen sait respirer. Vous savez quand il arrête de respirer? Et ce qui était intéressant de constater, c'est que nous communiquons dans une bande de fréquence qui va de 15 Hz à 20 000 Hz, et eux, ils sont entre 16 000 et 200 000. Donc leur plage de fréquence est quand même extraordinairement plus large. C'est incroyable. La seule chose qu'on a réussi à comprendre dans le langage des dauphins, c'est qu'avant d'exprimer quelque chose, on ne sait pas quoi, ils ont toujours, chacun d'entre eux exprime un même et unique son. Et ils ont, enfin, les scientifiques qui ont étudié le problème disent que c'est ils disent leur prénom, c'est-à-dire qu'ils annoncent qui ils sont avant de dire quelque chose. Voilà pour leur langage. Donc moi, de mon point de vue, et en fonction de ce que je vois dans le lagon, et quand j'emmène des groupes, c'est que le bénéfice qu'il y a, donc voilà où on arrive. Là, on peut comparer un cerveau humain à gauche avec un cerveau de Turciops à droite. Si on fait le rapport de taille du cerveau, poids d'un Turciops, il est équivalent à celui de l'humain, en dehors de cette histoire de coefficient d'encéphalisation. Un Turciops mâle grand, ça fait 3,50 m. C'est gros, c'est lourd. Donc son cerveau est plus gros, mais 2,5 fois plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont développé ce système paralimbique, mais ils ont aussi développé leur sonar. D'une part parce qu'ils vivaient en apesanteur, et ils le vivent toujours en apesanteur, et que l'énergie qu'ils ont économisée de ce fait leur a permis de développer ce sonar, avec la nécessité de pouvoir me repérer dans l'espace, de savoir où sont mes congénères, de savoir où sont mes proies. Alors, c'est un sonar, mais c'est bien plus que ça à mes yeux. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Pour moi, c'est un système d'échographie extrêmement sophistiqué et qui vient en appui de leur manière de communiquer, on va y venir. C'est-à-dire que, pour moi, ils communiquent sous forme d'hologramme. C'est-à-dire qu'ils produisent une image animée, nourrie de sons, de goûts, de textures, etc. Toute l'information est dedans, y compris l'émotion et le sentiment. Et vous voyez, quand vous rencontrez un dauphin dans l'eau, vous allez l'entendre claquer. Ça, c'est les bruits d'écholocation. La rendre possible. Donc tout le boulot consiste à créer un pod d'humain qui va rencontrer un pod de dauphin. Donc tout le jeu consiste à se mettre dans l'eau, à nager, à prendre une direction, à ne pas chercher la rencontre, mais intérieurement, je n'ai pas développé sur tout le langage non verbal que je travaille sur le pont avec les outils que j'ai, mais c'est tout le travail du massage et le travail de la conscience corporelle est là. Quand ce langage non verbal que nous avons et qui traduit, qui n'est pas seulement de l'attitude, c'est de l'énergie, c'est de l'intention, c'est de l'émotion, le dauphin le perçoit parfaitement. Donc s'ouvrir, nager, et je suis accepté. Et comme les dauphins sont plutôt cool, plutôt sympas, et qu'ils aiment bien se marrer, quand ils sont dans l'état de se marrer, parce qu'ils peuvent être de mauvaise humeur aussi, hein, bien sûr. Donc, on ferait primer ce principe transcendant Shiva, conscience, être. Alors que les tantras et yoga de la Kundalini visent à réveiller les forces secrètes du corps et en fait à attendre la liberté dans le corps, hein, une sorte de transcendante immanente, les deux choses en même temps. Ça serait une voie expérimentale dont on fait chacun l'expérience pour unir corps et esprit et pour chevaucher les passions si l'on veut, pour vivre avec ça et puis vraiment réveiller les potentiels. Shiva et Shakti, ça serait yoga, c'est ça. On vise à réveiller les forces secrètes du corps et à faire monter
cette énergie vers les centres supérieurs qui sont à partir de chakra du cœur. Donc, normalement, on apprend avec yoga, on apprend à connaître son mental, à regarder son mental, à voir comment les émotions travaillent dans nous, et puis à gérer tout cela et à ouvrir, à se connecter à l'instant présent. Donc, yoga, ça veut dire ça, c'est en fait cette union entre le corps et l'esprit. On ramène la présence dans les corps, et puis on apprend à s'ouvrir et à regarder son mental comme si on était dans un théâtre, et on devient les observateurs, on se détache et on voit les émotions et tout cela sans s'identifier. Et quand on n'est pas confronté à ces émotions, là on arrive à les gérer, parce qu'on ne peut pas refouler les émotions ni les passions. Il ne s'agit pas de les rejeter. Chasser les naturels, il revient au galop. Donc il faut vraiment apprendre à gérer ça. On regarde les émotions et puis on les accepte, et tout en gardant une sorte de réservoir de force, on peut chevaucher les tigres, chevaucher... Ma voie d'approche, il y en a qui font des photos des gens, il y en a qui font des dauphins. Moi aujourd'hui, commencer par tirer une petite carte, et puis après on va voir ce qui se passe, quoi. Voilà, donc ma porte d'entrée, moi c'est les cartes, le jeu, on a parlé de la symbolique, à fond la caisse. Donc voilà, mais je me suis rendu compte aussi que le symbole était très culturel. Voilà, d'une culture à une autre, ça ne veut pas dire la même chose. Donc on en revient au ressenti qui était mes derniers échanges avec Guillaume. On a dit très souvent aux gens, ce qui est important quand vous voyez les choses, c'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que vous ressentez. Voilà, donc du coup, dès qu'on vient sur ce plan-là, on est tous égaux. Voilà, parce que finalement, on s'en fout du symbole. Voilà, ce qui est important, c'est ce qui révèle en chacun de nous et ce qui nous fait.